Le talent de cet humoriste était incontestable. Une écriture et un style unique qui ont inspiré nombre d'humoristes. Véritable phénomène sur scène, très apprécié par la critique, que pouvait-il arriver à Dieudonné ? Comment cette personnalité publique anticommunautaire a réussi à scinder la France en deux, d'un côté les pro-Dieudonné et de l'autre les anti. Comment ce talent brut, animé par l'anticommunautarisme et l'antiracisme, est devenu l'homme à abattre. Comment Dieudonné Mbalambala est passé d'humoriste talentueux à infréquentable numéro 1. Revenons, si vous le voulez bien, sur les coups d'éclat, les déclarations, les polémiques qui ont fait basculer la carrière de Dieudonné. Sans maîtrise, la puissance n'est rien. Oui, je sais, c'est une pub pour des pneus, mais j'avais envie de la sortir. Mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous. Faites entrer les gros tarés, tout savoir il vous éclabousse. Mousse, mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler. Mousse, abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie sur Dieudonné. Deuxième partie qui, à mon avis, est la plus attendue et surtout la plus explosive. Comme vous l'avez remarqué, je vous accueille dans mes nouveaux locaux. Et oui, la YouTube Monnaie, ça commence à rentrer. J'aimerais que ce soit vrai, malheureusement je déconne. C'est juste un fond vert et un drap acheté 25 € sur Amazon, mais bon. Un jour, on y arrivera. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du décor. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier pour vos retours sur la première partie. On m'avait annoncé l'enfer, on m'avait annoncé une perte d'abonnés stratosphérique. Au final, on a gagné des abonnés, on a fait plus de 50 000 vues sur cette première partie et j'ai pu assister à des échanges constructifs dans l'espace commentaire, même entre personnes qui n'étaient pas d'accord sur le sujet. Donc merci à vous pour ça, j'espère que la partie 2 vous plaira. Et merci de conserver votre ouverture d'esprit, votre bienveillance, votre objectivité quand vous allez échanger dans l'espace commentaire. Avant de commencer, c'est le petit rituel, le pouce bleu, le commentaire, on s'abonne sans oublier la cloche de notification, très important pour pas rater les prochaines vidéos. Et si certains veulent me contacter ou échanger avec moi, n'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux. Le réseau avec lequel j'interagis le plus avec la communauté, c'est Instagram. Mais n'hésitez pas à m'ajouter sur Twitter également, je répondrai à tous les messages privés. D'habitude, je vous dis d'aller chercher à boire, à manger, de vous mettre à l'aise, mais ça a énervé un mec la dernière fois en commentaire, donc je vais pas le faire. Non, je déconne, on s'en branle totalement de son avis. Donc je te laisse un petit peu de temps pour aller chercher à boire, à manger, te mettre à l'aise, te poser tranquille, et laisse-moi m'occuper de toi pour les 30-40 minutes à venir. C'est parti. Dans la première partie, nous avions balayé la vie de Dieudonné. Nous avions vu son enfance, la naissance du duo Elie-Diodo, on avait enchaîné avec leur séparation et sa carrière en solo, et on avait terminé avec quelques passages au cinéma. Rajoutons que nous avions passé un petit peu de temps sur ses idées et son engagement politique. Si vous vous souvenez bien, on s'était arrêté en 2003. Alors si on s'est arrêté en 2003, ce n'est pas parce que la carrière de Dieudonné s'arrête en 2003, mais c'est parce que c'est en 2003 que Dieudonné a pris son premier bouillon médiatique. Et on peut dire sans se tromper que ce moment-là, ce moment de télévision, marquera à jamais un tournant pour la réputation de Dieudonné. C'est à partir de ce moment-là que Dieudonné va passer lentement mais sûrement d'humoriste talentueux à infréquentable. Dans l'esprit collectif, Dieudonné est entré dans la polémique à partir de cette émission de Marc-Olivier Fogiel. Mais on va y revenir si vous le voulez bien, puisque en réalité, ce n'est pas le point de départ des ennuis pour Dieudonné. Nous sommes donc en 2000 et Dieudonné a un nouveau projet. Il souhaite écrire et réaliser un film sur la traite négrière. Le film gravitera autour du Code Noir, cette ordonnance de Louis XIV qui légifère l'esclavage. Dans le même temps, il se rapproche d'un mouvement radical noir qui s'appelle, alors attention pour l'accent, vous allez en prendre plein les mirettes, Nation of Islam.
Incroyable. À cette époque, c'est un mouvement qui n'est pas implanté en France, mais justement qui cherche à s'implanter. Et ce que va faire Dieudo pour ce mouvement, c'est leur permettre de faire un meeting au théâtre de la Main d'Or. Souvenez-vous, Dieudonné loue le théâtre de la Main d'Or, ce qui lui permet de se produire, mais également de produire d'autres artistes. Ce qui fait grincer un petit peu des dents dans ce rapprochement à cette époque, c'est que Dieudonné s'est toujours montré très critique envers les religions monothéistes. Et là, Dieudonné offre une tribune à ce mouvement qui est un mouvement de défense des Noirs, mais également, comme son nom l'indique, Nation of Islam, un mouvement musulman. Alors, si ce mouvement n'est pas connu en France, il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est un mouvement qui est assez connu, puisqu'il a compté parmi ses membres une personne très connue que vous connaissez forcément, Malcolm X. Et d'ailleurs, sachez que c'est un mouvement qui ne fait pas l'unanimité, même au sein de la communauté musulmane. Voilà, juste pour info. En mars 2000, Dieudonné est invité par François pour une interview. Dans l'interview, Dieudonné défend les Noirs et s'insurge contre le fait que les Noirs n'ont le droit de s'exprimer que dans l'humour ou dans le sport. Il renchérit en disant qu'il n'y a pas grande différence entre par exemple les patrons de TF1 et les esclavagistes, et il enfonce le clou en disant que pour lui la survie passe par le métissage. Mais c'est dans la deuxième partie de l'interview que Dieudonné va créer la controverse. Selon lui, lutter contre la discrimination raciale, c'est aussi demander au pape Jean-Paul II de démissionner. Parce que pour Dieudo, il n'est pas l'envoyé de Dieu, ce n'est qu'un homme comme tout le monde. Il continue en disant que l'Église cautionne l'argent, la différence et le racisme. Selon lui, les hommes n'ont plus besoin de leader et le pape, après avoir demandé pardon à Dieu, aurait dû dire aux hommes « vous êtes libres et démissionnez ». Alors autant vous dire que ces propos ne sont pas du tout passés. Il existe une association qui s'appelle La Griffe, qui est proche du Front National et qui a intenté un procès à Dieudonné pour ses propos. Un procès pour diffamation raciale et religieuse. Alors si Dieudonné est condamné en première instance, il sera relaxé en appel et cette relaxe sera confirmée en cassation en 2003. Pas de condamnation, mais premier procès. Revenons au projet du film sur la traite négrière. Dieudonné fait une demande de financement au Centre national de cinématographie. Mais cette demande de financement est refusée en janvier 2002. Et à ce moment-là, Dieudonné prend extrêmement mal le refus. Il reviendra plusieurs fois sur ce refus et il qualifiera les personnes du Centre national de cinématographie de sionistes. Selon lui, il y a 2 poids, 2 mesures. Et le traitement qu'on vous réserve au CNC est différent si vous parlez de la traite des Noirs ou de la Shoah. Il estime donc qu'il y a un sort mémoriel plus facile à vendre qu'un autre. Et ce qui est très important de noter, c'est que son projet à la base est soutenu par des associations juives, comme par exemple l'Union des étudiants juifs de France, ou encore la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Eh bien, ces associations dénoncent le caractère antisémite des propos de Dieudonné. Et c'est ce refus précisément au CNC qui sera le déclencheur des prises de position futures de Dieudonné. Et c'est là où pour moi la confusion règne autour de Dieudonné. Si Dieudonné a une image d'antisémite collée à la peau, ce n'est absolument pas par rapport à ses sketchs. Si Dieudonné a eu cette étiquette, c'est à cause de certaines déclarations, de certains actes, de certains liens ou de certaines prises de position. Alors évidemment, vous l'avez compris, je ne suis pas là pour dire que Dieudonné est antisémite ou pas. Je suis là pour vous montrer tout ce que Dieudonné a dit, fait, toutes les relations qu'il a pu tisser, tous les liens qu'il a pu avoir, qui font qu'il est passé d'humoriste talentueux à cet infréquentable. Février 2022, nouvelle polémique. Dieudonné est invité par le média lyonnais Lyon Capital et il déclare que pour lui, le racisme a été inventé par Abraham et que pour lui, les juifs, c'est une secte, c'est une escroquerie. Et d'ailleurs, c'est une des plus graves puisque c'est la première. Je pense que vous l'avez vu venir, mais forcément des associations juives ont porté plainte pour injure raciale contre Dieudonné. Mais même si monsieur Mbalambala est relaxé en première instance, puis également relaxé par la Cour d'appel de Paris, la Cour de cassation estime que les propos de Dieudonné constituent une injure raciale. Septembre 2001, date tragique, les attentats du 11 septembre. Février, l'Écho des Savanes invite Dieudonné pour un entretien, et voici ce que Dieudonné déclare. Ben Laden restera dans l'histoire, sa notoriété est internationale et indiscutable. Pour moi, c'est le personnage le plus important de l'histoire contemporaine. Il a réussi à changer les rapports de force. Il est seul contre la plus grande puissance du monde. Donc forcément, cela impose le respect.
Donc imaginez, 5 mois après cet attentat qui a choqué le monde entier, forcément ces déclarations ont été très mal reçues. Il sera d'ailleurs poursuivi par le parquet de Paris, mais il sera relaxé. Vous voyez, chronologiquement, on n'est pas du tout encore sur le plateau de Marc-Olivier Fogiel, et pourtant il y a déjà énormément de polémiques. 8 mois plus tard, nouvel entretien pour le site internet BlackMap. Voici ce que dit Dieudonné, je cite. Il parle des Juifs, donc c'est un peuple qui a bradé l'Holocauste, qui a vendu la souffrance et la mort pour monter un pays et se faire de l'argent. Après cela, il est interrogé sur l'amélioration de la visibilité des Noirs en France. Voici ce qu'il dit. Je pense que les Noirs font toujours peur. Il existe toujours un lobby très puissant qui a le monopole de la souffrance humaine et qui ne nous reconnaît absolument aucune existence. Le lobby juif déteste les Noirs, vraiment. Étant donné que le Noir porte la souffrance, le lobby juif ne le supporte pas parce que c'est leur business. Maintenant, il suffit de relever sa manche, de montrer son numéro et d'avoir droit à la reconnaissance. Le refus du financement par le CNC, donc pour le film de Dieudonné, c'était en janvier 2002. Nous allons arriver à la fameuse polémique sur le plateau de Marc-Olivier Fogiel. On est donc en décembre 2003. En 2 ans, on va dire, vous avez vu qu'il y a eu énormément de polémiques. Et déjà en décembre 2003, il y avait cette étiquette d'antisémite qui collait à la peau de Dieudonné. Et cette étiquette n'est pas le fruit de sketch, c'est le résultat de pas mal de déclarations, prises de position, etc. Enfin, de toute façon, je pense que vous l'avez compris. Les sketchs viendront bien plus tard. Décembre 2003, Marc-Olivier Fogiel invite Dieudonné et Jamel Debbouze. Dieudonné doit jouer dans l'émission un sketch. Et pour la petite histoire, l'humoriste écrit ce sketch avant l'émission, dans les coulisses. Dans ce sketch, il interprète un colon israélien extrémiste, habillé avec un chapeau traditionnel juif, des papillotes et un treillis militaire. Monsieur Fogiel, vous avez invité sur votre plateau l'humoriste musulman Jamel Debbouze. Bravo, de mieux en mieux. Le service public. À l'heure où le terrorisme, monsieur international, menace nos femmes et nos enfants, vous trouvez judicieux d'offrir la parole à ce moudjahidine du rire. Je suis récemment reconverti au fondamentalisme sionisme, enfin bon, pour des raisons qui me sont purement professionnelles, enfin spirituelles. Je trouve, j'ai une petite chose à vous dire. Et d'ailleurs, j'encourage les jeunes gens qui nous regardent aujourd'hui dans les cités pour vous dire, convertissez-vous comme moi et essayez de vous ressaisir. Rejoignez l'axe du bien, l'axe américano-sioniste. Ça me paraît important, qui vous offrira beaucoup de débouchés, beaucoup de bonheur, et surtout le seul axe qui vous offrira la possibilité de vivre encore un peu. C'est un peu une improvisation peut-être, non ? Attends. Sur le plateau, le malaise est palpable du côté de Marc-Olivier Fogiel. Pourtant, ses invités ont adoré le sketch, et le public a réservé une ovation à Dieudonné à la fin de son sketch. Même si le sketch a fait rire les invités ainsi que le public, il vaudra à France 3 un avertissement adressé par le CSA. Mais c'est pas tout, puisqu'une plainte sera déposée contre Dieudonné. La plainte sera déposée par 2 associations, la LICRA ainsi que l'Union étudiante des Juifs de France, mais également par une institution, le Consistoire. En fait, ce qu'on reproche à Dieudonné, c'est d'avoir crié Israël. Alors, pas Israël comme le pays, mais Isra et Heil, H-E-I-L. Et Heil Hitler, c'est tout simplement le salut nazi. Cependant, Dieudonné sera relaxé en première instance, en appel, puis en cassation. En 2004, Dieudonné accorde un entretien au journal américain The Source. Dieudonné accuse Arthur de financer l'armée israélienne qui n'hésite pas à tuer des enfants en Palestine. Évidemment, Arthur portera plainte et Dieudonné sera condamné pour diffamation. 1 mois plus tard, Dieudonné joue à Lyon. Pourtant, le spectacle va être perturbé par des associations juives. Au début, cette manifestation est pacifique. Mais les choses vont mal tourner puisque certains manifestants ont forcé l'entrée du théâtre et y jeté une bouteille contenant de l'acide. Il y aura des échauffourées et 2 blessés légers à l'intérieur de la salle. Quelques jours plus tard, Dieudonné revient sur l'incident dans un journal et il se dit choqué par ce qu'il a vécu puisque des ligues juives ont insulté les spectateurs et lui-même et il estime qu'ils ont commis un attentat. Cependant, il ne va pas s'arrêter là. Il est également choqué qu'on l'accuse d'être antisémite puisque personne dans sa famille n'était dans la Wehrmacht. Alors que dans le même temps, pour lui, c'est Israël qui a financé l'apartheid et ses projets de solution finale.
Ces propos vaudront à Dieudonné une nouvelle polémique et il sera condamné pour ses propos en 2006 à 5 000 € d'amende pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale. Dieudonné fait appel, mais cette peine viendra être confirmée un an plus tard. Mais au vu des incidents, l'Olympia a été annulée. À cette période, Dieudonné est convaincu d'une chose, il fait l'objet d'un lynchage médiatique. Et même si la journaliste Anne-Sophie Mercier vient contredire la version de Dieudonné, en expliquant par exemple que dans les grands médias et dans le monde du spectacle, il fait l'objet d'un laxisme assez étonnant, eh bien, Laurent Ruquier vient apporter une précision par rapport à ça. Car en ce début d'année 2004, les médias sollicitent beaucoup moins Dieudonné. Et Laurent Ruquier vient donner une explication, il a reçu des instructions en ce sens pour ne pas l'inviter ou en tout cas moins l'inviter. Bon, après ça va revenir un petit peu puisqu'il sera invité 2 fois chez Ardisson dans Tout le monde en parle. 2004, nouveau one-man show intitulé Mes excuses. Un spectacle où l'humoriste est censé présenter ses excuses et calmer le jeu, mais quand on sait qu'à la base le titre du spectacle devait être Mes excuses dans ton cul, on se doute bien que ça sent la provoque et le coup médiatique. Je m'excuse au peuple élu. Pardonne à la bête que je suis les offenses proférées, mais je n'ai pas d'âme. Mes paroles ne sont qu'un grognement instinctif. Ça n'a aucun sens. Je me soumets à ta grandeur, ô peuple élu. Merci de m'avoir épargné, maître. Merci, maître. Dans le cul, ouais, tu vas être maître. En 2004, Dieudonné se présente aux élections européennes sur la liste Euro-Palestine. Comme vous l'avez compris avec le nom, c'est une liste pro-palestinienne. La liste obtient moins de 2% des suffrages, mais ce qui est surtout marquant, c'est que ses colistiers décident de prendre leur distance avec l'humoriste. Ils estiment qu'il suit une pente très glissante, notamment en fréquentant Alain Soral. Mais on reviendra un petit peu plus tard sur Alain Soral. Fin d'année 2004, au Zénith de Paris, dernière date de la tournée Mes excuses. Sont présents dans la salle des célébrités comme Jamel Debbouze, Jamel Bourras, Daniel Prévost ou encore Guy Bedos. Devant 5000 personnes, Dieudonné fait scander à la salle le nom de diverses personnalités juives, notamment dans le monde du show business, de la télé et des médias en général. La polémique n'est pas instantanée, elle viendra 2 mois plus tard. Elle viendra d'une personnalité qui a été citée par Dieudonné pendant le spectacle et repris par le public. Dans une tribune dans Le Point, Bernard-Henri Lévy qualifie Dieudonné de « fils de Le Pen ». Viendra ensuite Jean-François Kahn qui fait également une tribune dans Marianne, puis Claude Askolovitch qui synthétisera le parcours de l'humoriste comme un homme qui est passé de la cause noire à la haine des juifs. Ah oui, avant de terminer cette année 2004, revenons en avril 2004 pour un clash d'anthologie entre l'humoriste et Nathalie Yanetta. Est-ce que Muriel Robin regrette quand elle fait un sketch quand elle présente une femme qui va épouser un noir ou sa fille va épouser un noir? Est-ce que mais la cible c'est la raciste dans ce C'est sketch? exactement la même chose? Non, c'est pas exactement la même chose, Dieudonné. Peut-être que vous n'avez pas la même sensibilité aussi. Peut-être que le fait qu'on rigole, qu'on puisse acheter des têtes de nègre par exemple dans une boulangerie, ça vous dérange peut-être un peu moins. Non, mais qu'est-ce qui se dérange? Écoutez-moi, Il y avait des tests de canasses dans les boulangeries. Est-ce que ça vous choquerait? Écoutez-moi, je vais vous expliquer ce qui me choque moins dans le sketch de Muriel Robin. En 2005, à Alger, Dieudonné est invité en conférence de presse à s'exprimer sur le 60e anniversaire de la libération des camps. À cette occasion, Dieudonné va qualifier la commémoration de la Shoah de pornographie mémorielle. Nouvelle polémique, nouveau procès pour l'humoriste. Il va enfoncer le clou en disant qu'il s'en prend aux lobbies sionistes qui cultivent l'unicité de la souffrance. Mais il va également revenir sur le refus de financement par le CNC pour son film sur la traite négrière. Il revient dessus en estimant que c'est à cause des sionistes qu'il n'a pas pu faire son film, car selon lui, les sionistes dominent le CNC. Pendant cette même conférence de presse, Dieudonné va s'en prendre au CRIF ainsi qu'au Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Alors le CRIF, c'est le Conseil représentatif des institutions juives de France. Selon lui, le CRIF, c'est un organe d'inquisition. Et d'ailleurs, au dernier repas, il y avait 17 ministres ainsi que Jean-Pierre Raffarin qui étaient présents au dîner du CRIF. Il enfonce le clou en disant qu'il faut toujours lécher le cul au CRIF, qui est une bande de malfrats, et que cette mafia va entraîner la France dans une guerre civile. Concernant ses propos sur la commémoration de la Shoah, Dieudonné sera condamné en 2008 pour diffamation publique à caractère racial.
Dieudonné, dont les propos pourraient lui valoir d'être poursuivi pour contestation de crimes contre l'humanité. Concernant les commémorations de la Shoah, l'humoriste aurait parlé de pornographie mémorielle. Le tollé général, ainsi dès aujourd'hui, Dieudonné a tenté de se justifier. Sophie Guillaumin, Marc Doux. C'est dans son théâtre de la Main d'Or, dans le quartier de la Bastille à Paris, que Dieudonné a tenu à s'expliquer. S'expliquer sur les propos tenus il y a 3 jours lors d'une conférence de presse à Alger et relayés par un site internet. Sur ce site, on peut lire que Dieudonné a parlé au sujet de la Shoah de pornographie mémorielle. Je n'ai jamais prononcé, associé le drame de la Shoah à une pornographie mémorielle. Je n'ai jamais dit ça. La bande vidéo de la conférence de presse en Algérie confirme. Dieudonné a bien parlé de pornographie mémorielle, mais l'expression inventée par une historienne israélienne fait référence à l'exploitation du souvenir de la Shoah et non au génocide lui-même. Une exploitation de la mémoire que l'humoriste juge excessive. La commémoration du 60e anniversaire de la libération des camps, qui concerne l'histoire de l'humanité tout à fait, et je pense que là-bas ça a été... Mais comment se fait-il qu'il n'y a pas de commémoration sur les 400 ans de l'esclavage? Cette mise en face à face des victimes de l'histoire est condamnée aujourd'hui par de nombreuses voix, lassées des attaques de plus en plus systématiques de Dieudonné contre les Juifs. Je crois que ce qui est grave, c'est cette concurrence des mémoires. Or aujourd'hui, il y a un combat légitime, effectivement, que les mémoires de l'ensemble des populations qui vivent en France soient aujourd'hui reconnues. Mais ce combat, aussi légitime soit-il, ne peut pas se faire au détriment de l'exclusion d'une atrocité telle qu'a été la Shoah. 2005 sera une année importante pour Dieudonné puisque c'est à partir de 2005 que ses soutiens se feront de plus en plus rares. Prenons l'exemple de Pascal Boniface qui est un politologue. Même si le politologue n'avait pas les mêmes visions, les mêmes opinions que l'humoriste, eh bien il a toujours défendu le droit de Dieudonné à la liberté d'expression. Pour lui, Dieudonné s'est radicalisé. Les références aux juifs dans les spectacles deviennent systématiques et Pascal Boniface juge que toutes les polémiques que Dieudonné a déclenchées ont conduit à son boycott dans les médias et ce boycott a entraîné Dieudonné dans une radicalisation extrême. Thierry Ardisson, qui avait été un des premiers à le réinviter à la suite de la polémique chez Marc-Olivier Fogiel, décide lui de ne plus inviter Dieudonné sur les plateaux et de siffler la fin de la récréation. Ce à quoi Dieudonné réplique et accuse Ardisson de s'être couché devant les juifs. Autre énorme soutien de Dieudonné, Jamel Debbouze, qui était présent donc au spectacle du Zénith en 2004. Jamel commence en disant qu'il a soutenu Dieudonné dans son combat pour la liberté d'expression, contre les extrémistes et pour les noirs. Cependant, il a compris qu'on ne pouvait pas rire de tout avec tout le monde, et ça, il l'a vraiment réalisé quand il a regardé la cassette du spectacle du Zénith, spectacle dans lequel Dieudonné avait insinué que les Israéliens avaient inoculé le sida aux Africains. C'est pourquoi Jamel conclut en disant que Dieudonné s'est enfermé dans un personnage qu'il ne peut plus quitter. Il se désolidarise donc complètement des propos que Dieudonné a tenus sur les Israéliens par rapport au sida en Afrique. En vrai, il se désolidarise pas seulement des propos, mais surtout de son ex-ami. Autre tête d'affiche qui se désolidarise complètement de l'humoriste, Laurent Ruquier. Laurent Ruquier a toujours été un soutien de Dieudonné, en tout cas un soutien de la liberté d'expression, et quand les médias boycottaient Dieudonné, eh bien, Laurent Ruquier avait été honnête en disant qu'il avait reçu des consignes en ce sens. En tout cas, Laurent Ruquier revient sur le soutien qu'il avait apporté à Dieudonné dans une émission de Thierry Ardisson. Ça vous gêne les sketchs de Dieudonné? Ah, ça c'est... emmerdant parce que j'ai défendu à un moment donné les sketchs de... En fait, ces sketchs ne me gênent pas, ce sont ses propos, ses interviews ici ou dans JDD, comme j'ai pu lire. Les sketchs me gênent pas. Il y a eu des sketchs des proches qui étaient parfois du même niveau, aussi violents et qui, à l'époque, ne choquaient personne. Le problème, c'est qui les dit et après, quand on s'aperçoit dans certaines interviews qu'on a été trahi un peu quand on l'a défendu, moi, je me suis senti un peu cocu, en fait, dans cette affaire-là. Ça m'emmerde. C'est jamais bien de monter une communauté contre l'autre. Revenons maintenant sur quelques polémiques autour des sketchs de Dieudonné. La première, c'est par rapport à un geste, la quenelle. Qu'est-ce que le geste de la quenelle? Sur un plan juridique, c'est quoi? C'est un bras d'honneur détendu. Bon. Alors, geste de panache, de courage et de foi en même temps, à la fois révolutionnaire et mystique. Alors, ce geste qui a été utilisé par Dieudonné sur scène... Regarde, ils sont en train de s'organiser, Jackie. Le dauphin, quand il voit un homme maintenant, il se fout de notre gueule. Bien sûr.
Parce qu'il le sait, lui, que sa nageoire, il va nous la foutre jusque-là, Jackie. Ça fait loin, hein. Non mais c'est aussi énormément grâce à Jean-Marie, c'est clair. Et il a fait ça gratoche, hein. Il m'a dit si on peut leur glisser une quenelle, je suis avec vous. Est devenu le geste de ralliement des fans de l'humoriste. Et c'est en ce sens-là que les fans de l'humoriste envoient des photos, souvent devant des partis politiques, des institutions, etc. Cependant, au fil du temps, ce geste anti-système se précise un petit peu. C'est un geste contre le système sioniste, ce qui va donner lieu à pas mal de dérives. D'ailleurs, on peut se poser la question si vraiment c'est un geste anti-système. Pourquoi Alain Soral va faire ce geste dans ce lieu précisément? Une stratégie frontale de lutte contre le résistant Dieudonné qui finalement a coûté très cher. Puisque finalement ça a plutôt démasqué Bernard-Henri Lévy et ce qu'il représente, hein, c'est-à-dire la toute-puissance du CRIF en France et de la domination sioniste sur la France. Et là, la quenelle est devenue l'emblème, c'est évident, de l'insoumission à ce pouvoir. La quenelle, c'est un sujet très épineux. Il est évident que toutes les personnes qui ont envoyé une photo avec une quenelle ne le font pas pour la même raison. Ceci dit, la question mérite d'être posée. Ce geste-là aurait pu dériver dans plein de domaines, pour plein de situations. Pourquoi ce geste a dérivé encore une fois contre les juifs? C'est en ça réellement que la quenelle a fait polémique. Pour beaucoup, la quenelle était en réalité un salut nazi caché. 2010, nouvelle polémique pour l'humoriste, une chanson appelée Chaud Ananas. Cette chanson est une humble participation au business de la mémoire. C'est pas moi qui le dis. Chaud ananas, tu me prends par la Shoah, je te prends par l'ananas. Chaud ananas, allez, solo Jean-Michel Gilbert. Et comme d'habitude, nouveau procès. En cause, cette fois-ci, une chanson provocante sur la Shoah et cette interview donnée à un site islamiste. Les gros escrocs de la planète sont tous des juifs, les Madoff, les Sentiers, tout ça. Il faut être juif pour avoir la liberté d'expression en France, c'est tout. C'est une réalité, et dire le contraire, c'est avoir peur. Mais on n'a plus peur, ils nous ont tout fait. Ils nous ont traînés dans la boue, ils nous ont mis à l'état d'esclaves, ils nous ont colonisés. Qu'est-ce qu'on a peur de quoi? C'est fini. En appel, il est condamné à 28 000 € de dommages et intérêts. Autre énorme scandale, Dieudonné invite sur scène Robert Forisson. Mais qui est Robert Forisson? Robert Forisson, un homme sulfureux. Dans les années 80, il fait scandale en niant l'existence des chambres à gaz, à l'aide de théories pseudo-scientifiques qu'il expose dans cette vidéo. Il n'a pas existé de ces pièces où on aurait fait entrer des enfants, des femmes, des vieillards, des hommes pour les asphyxier par des gaz, et notamment par le gaz appelé Zyklone B. Il s'agit là d'une rumeur, d'une légende. Il est l'un des pères du négationnisme, condamné 4 fois pour contestation de crimes contre l'humanité, diffamation et incitation à la haine raciale. Il prend sa retraite en 1995. Comme vous le voyez, Robert Forisson est un personnage sulfureux et l'inviter sur scène est soit une énorme provocation, soit la confirmation que ses détracteurs avaient raison. Grâce à Dieudonné, après 13 ans de silence, Robert Forisson, 79 ans, sort de l'ombre. Jackie, dans son habit de lumière. Le régisseur du spectacle, déguisé en déporté juif, lui remet le prix de l'infréquentabilité et de l'insolence. Les 5000 spectateurs applaudissent. Dieudonné transforme un obscur théoricien négationniste en vedette.
Ce ne sera pas la seule fois que Robert Faurisson apparaît avec Dieudonné. J'aime pas les juifs. Cela prouve que tu as une conscience. C'est quelque chose de naturel. Et non plus, il ne t'aime pas. Tu me tiens par la Shoah, je te tiens par l'ananas. Show, ananas. Après avoir remis le prix de l'infréquentabilité, Dieudonné va être attaqué en justice. Il sera condamné à 10 000 € d'amende pour injure raciale. En plus de cette amende, pas mal de villes ont annulé les spectacles de l'humoriste. Montpellier, Besançon, Belfort et surtout Paris, puisque le maire Bertrand Delanoë a décidé de suivre le mouvement. L'affaire a fait tellement de bruit qu'elle a même choqué au plus haut sommet du parti du Front National. Marine Le Pen a fait part de son mécontentement quant à la mise en scène affligeante, et Jean-Marie Le Pen, pourtant parrain du fils de Dieudonné, déclare que Dieudonné a un peu exagéré. En 2012, Dieudonné se fait rattraper par le fisc. Le fisc lui reproche le non-paiement de 8 années d'imposition, du non-paiement de 6 années de cotisation sociale et d'1 an de taxe foncière. En tout, le fisc lui réclame presque 900 000 €. Même si Dieudonné conteste les sommes, le fisc réclame son dû. C'est pourquoi le tribunal ordonne la vente d'un des biens de Dieudonné. Son ensemble immobilier sera vendu aux enchères pour 501 000 €. Mais grâce à un appel aux dons, Dieudonné arrive à racheter son bien à hauteur de 551 000 €. Sauf que les ennuis judiciaires ne s'arrêtent pas là pour l'humoriste. Le parquet de Paris ordonne l'ouverture d'une information judiciaire pour organisation frauduleuse d'insolvabilité et escroquerie. Ce qu'on reproche à Dieudonné, c'est l'envoi de plus de 400 000 € au Cameroun depuis 2009. À la fin de l'enquête préliminaire, les policiers de l'Office anticorruption ont découvert 650 000 € en liquide au domicile de Dieudonné. Pour Dieudonné, l'argent provient de la billetterie de sa tournée en France, que les autorités tentaient justement d'interdire. Ce qui est intéressant à ce sujet, c'est que lors de mon dernier live, je discutais avec une personne qui est allée à un des spectacles de Dieudonné. Et cette personne nous a raconté en live que ce qui l'avait surpris, c'est qu'au spectacle, on ne pouvait payer qu'en liquide, que ce soit l'entrée ou les produits dérivés. Alors je ne dis pas que c'est le cas pour tous les spectacles de Dieudonné, à mon avis cette personne est tombée pendant la tournée dont parle l'humoriste. En tout cas dans cette affaire, en 2021, Dieudonné est condamné à 3 ans de prison dont 2 ans ferme, ainsi que 200 000 € d'amende. On lui reproche d'avoir détourné plus d'1 million d'euros de recettes, une fraude fiscale à l'impôt, des fraudes à la TVA, ainsi que du blanchiment d'argent. Au-delà du liquide retrouvé à son domicile, on reproche à Dieudonné et ses proches d'avoir envoyé à l'étranger plus de 565 000 €. Cet argent a été principalement envoyé au Cameroun à de la famille. Il aurait également envoyé plus de 100 000 € en France. Alors même s'il a été condamné à de la prison ferme, ce sera une peine aménagée. Détention à domicile avec bracelet ou semi-liberté. Nous terminerons sur cette dernière polémique et celle-ci a fait très mal à Dieudonné. Elle lui a fait très mal parce qu'elle a déçu même ses fans. On va parler du projet Ananas Assurance. Comment se libérer de toutes ces racailles? C'est la question que je me pose. Eh bien, l'Ananas Assurance. Ok? L'Ananas Assurance. Beaucoup de Dieu, qu'est-ce qui nous emmerde avec cette Ananas Assurance? Assurance voiture, assurance habitation. Vous avez vu que les assurances vous assurent de tout. C'est incroyable, hein? Assurance décès, j'ai vu ça, merde. Assurance merde, t'as tout, t'assures ton trou du cul, t'as décès, voiture, habitation, assurance vie. Putain, merde. C'est Dieu, en fait. Tu te dis, non, mais c'est vrai. Tu te dis, si on peut t'assurer la vie. Non, il t'assure pas la vie, attention. Mais il n'y a pas d'assurance contre le mensonge. Contre le mensonge du gouvernement. Je suis allé voir mon assureur. Est-ce que vous pouvez m'assurer contre les mensonges ou les fausses promesses qui me sont faites? Je dis, non, il y a trop de risques. Des mensonges du gouvernement, juste localisés. Ah, non. Du gouvernement socialiste? Non, impossible. Parce qu'ils ne font que mentir. Tu vois, c'est pour ça que la première assurance contre le mensonge, c'est l'Ananas Assurance. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? On se fout de notre gueule depuis tellement longtemps qu'on va maintenant s'assurer nous-mêmes. Et là, au début de la rentrée, là, vous savez que ça va péter. Tout le monde va rentrer, tout le monde va commencer à faire la grève, vous allez payer des impôts, vous en avez marre. Donc à un moment donné, vous allez en plus payer l'assurance. Pourquoi ne pas passer sur l'Ananas Assurance? Signer la pétition. Plus on sera nombreux, et plus on va leur foutre la chiasse. Hein. Maître Rebsamen, il va venir un jour avec son curriculum. Je revais du travail. Eh oui, mais Rebsamen, non. Tu pars. Tu te tires. Quand on sera à plus de 100 000, on va faire une banque. Après l'Ananas Assurance. Ça sera une banque sans usure. Ouais. Donc, évidemment, il y a des pays où on sera pas présent.
Mais je pense que ça va plaire à pas mal de monde. Anan Assurance dans un premier temps, signer la pétition. Hein, putain, j'ai chopé un rhume au mois d'août, c'est pas normal, Roger. Économie et assurance contre le mensonge, la promesse est belle. Mais il va même plus loin en termes de promesses. Et moi je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut effectivement se mobiliser. Si on se rassemble, normalement autour de l'Anan Assurance, nous serons rapidement, je pense, en mesure d'apporter des solutions concrètes. Dans un an, je pense qu'on sera en mesure d'apporter à peu près 1 million d'euros à Gaza, mais sûr et certain. Je fais ça pas pour l'argent, je fais ça pour leur foutre directement dans le fion. En réalité, cette promesse anti-système, cette assurance contre le mensonge, eh bien c'est un mensonge. Puisque Anan Assurance, c'est ni plus ni moins qu'un comparateur, comme le Lynx ou les Furets par exemple. En fait, une fois que tu envoies tes contrats, eh bien il y a des courtiers qui étudient tout ça et qui reviennent avec des meilleures offres. Et ce qui est vrai, c'est que le projet a cartonné au début. Je suis très fier de la réussite de ce projet. Et nous avons sous-évalué évidemment votre intérêt pour cette révolution. Jusqu'à présent, ils étaient 3 pour gérer des dizaines de milliers de dossiers. Vous imaginez bien que c'est strictement impossible. Si on laissait les choses comme ça, vous auriez eu une réponse dans 20 ans. Donc là, à partir du 1er mars, ils seront 50. Ah mais c'est absolument incroyable ce qui se passe avec l'Anan Assurance. Anan Assurance, bon, allez-y, balancez vos contrats. Vous allez sur le site Anan Assurance, c'est bon. Mais très vite, les fans ont déchanté, puisqu'à la base, ils venaient pour être Anan Assuré, et ils finissent chez l'Équité, qui est une filiale de Generali. En fait, Anan Assurance avait un accord de courtage, tout simplement. Au final, on est très loin de la promesse anti-système. Mais c'est pas tout. Comme je m'y étais engagé, Christophe, parce que ça fait un bout de temps et je suis content de pouvoir te remettre ce chèque au nom des Anan Assurés. Hein, ce chèque que tu vas transmettre donc à qui de droit, puisque tu es le mieux placé pour pouvoir être actif et être efficace. Alors ce chèque, je vais donc faire un chèque de, tenez-vous bien, de 1 million. 1 million de francs CFA, hein, parce que je suis donc, comme tu le sais, maintenant installé au Cameroun, et je vais donc te faire ce chèque de 1 million de francs CFA, pardon, CFA. Dans un an, je pense qu'on sera en mesure d'apporter à peu près 1 million d'euros. De 1 million de francs CFA à 1 million d'euros, il n'y a qu'un pas. Avant de conclure cette vidéo, revenons un petit peu sur toutes les relations qui ont pu ternir l'image de Dieudonné. Parce que oui, au-delà de ses frasques et de ses coups d'éclat, Dieudonné s'est rapproché, a sympathisé avec des personnes qui n'ont pas fait que du bien à son image. Prenons l'exemple d'Alain Soral. Alain Soral qui était colistier sur la liste antisioniste pour les élections européennes de 2009, soutien de Dieudonné pendant les polémiques. Alain Soral a été condamné plusieurs fois pour injure raciale ou antisémite, incitation à la haine raciale, provocation à la haine, apologie de crimes de guerre et négationnisme. On pourrait également parler du lien de Dieudonné avec la Tribu K. La Tribu K, c'est un mouvement français défenseur du peuple noir, mais qui prône la ségrégation raciale. Et d'ailleurs, Dieudonné leur offre l'hospitalité au théâtre de la Main d'Or, mais il leur retire, car les membres de la Tribu K interdisent l'entrée aux personnes non noires. Et on peut également parler de la proximité de Dieudonné avec le milieu négationniste. On a vu tout à l'heure Robert Forisson, mais on pourrait également citer Ginette Scandrani, Serge Thion ou Maria Poumier. On arrive donc à la fin de cette vidéo et désolé si j'ai énormément parlé dans celle-ci. Je le dis et le redis, je ne suis ni un pro ni un anti-Dieudonné. Mais cette vidéo a été faite puisque l'humoriste est un personnage clivant. Et vous le savez maintenant, j'aime bien faire des vidéos sur des personnages clivants. Le talent de l'humoriste est indéniable. Et en ce sens, je vous invite à aller voir le sketch Les Pygmées que j'adore. Ceci dit, je vois Dieudonné comme un talent gâché. Il s'est perdu dans un combat très loin de l'anticommunautarisme, il a eu des relations plus que douteuses et des propos qui peuvent choquer et blesser une communauté en particulier. Je crois que ce que beaucoup de gens n'ont pas compris, c'est que la réputation d'antisémite qu'a Dieudonné n'est pas due à ses sketchs. Comme l'a dit Laurent Ruquier, c'est par rapport à des déclarations. Depuis, Dieudonné a présenté ses excuses au peuple juif. Il affirme avoir été trop loin et déclare, je cite, « Je tiens à demander pardon à toutes celles et ceux que j'ai pu choquer, heurté, blessé au travers de certaines de mes gesticulations artistiques. Je pense notamment à mes compatriotes de la communauté juive, avec lesquels je reconnais humblement m'être laissé aller au jeu de la surenchère. » On aurait pu finir là-dessus et sur une bonne note, en se disant que Dieudonné sur la voie de la rédemption. Malheureusement, ça termine comme très souvent avec l'humoriste, avec un drame. J'ai un petit condition de petite feuille là. On va faire. Tu veux bien la faire? Tu répètes après moi. Moi aussi je répète après toi.
prochainement Israël. Le scandale vient du fait qu'en réalité, le chapeau que sort Dieudonné du sac plastique est celui de Robert Faurisson qu'il lui a légué après sa mort. Voilà. Rien de plus à dire. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, un commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater la vidéo de vendredi prochain. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de communauté meilleure qu'une autre, on est ensemble. En attendant la semaine prochaine, Mousse vous salue. Très frais comme une mousse-mousse, léger comme le houmous, piquant comme un bimousse. Un gros lion te course, tu cries, t'as la frousse. J'arrive à la rescousse, regarde, ouais c'est mousse. Ouais, c'est mousse, très frais comme une mousse-mousse, léger comme le houmous, piquant comme un bimousse. Un gros lion te course, tu cries, t'as la frousse. J'arrive à la rescousse, regarde, ouais c'est mousse.